Mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, c'est en tant que recteur élu que j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir et de saluer chacune et chacun d'entre vous en vos titres et qualités et de vous remercier pour votre présence nombreuse par laquelle vous manifestez tout l'intérêt et le soutien porté à notre institution, à l'Université de Mons. Au nom de l'UMons, je vous en remercie chaleureusement. Il est devenu tradition de dresser un rapide bilan des principaux événements et autres réalisations qui ont émaillé l'année académique écoulée. Que notre cellule audiovisuelle et notre direction de la communication soient remerciées pour la réalisation du petit film qui a ouvert cette cérémonie et nous a ainsi permis de revivre en quelques toutes petites minutes l'ambiance et les faits saillants qui ont marqué l'UMons cette dernière année. Lors de la séance solennelle de rentrée académique 2001-2002, le professeur Bernard Lux, prenant ses fonctions de nouveau recteur à l'Université de Mons-Hainaut, succédant ainsi au recteur Albert Landercy, nous disait « La démocratisation de l'enseignement universitaire, voulue au début des années 70, impliquait pour le Hainaut une implantation universitaire apte à servir la population la plus importante en nombre parmi les provinces de Wallonie. Population, par ailleurs, victime des effets destructeurs de la fin des industries traditionnelles. Aujourd'hui, ajoutait-il, nous sommes fiers d'offrir aux jeunes de toutes conditions l'accès aux formations universitaires et fiers de voir nos diplômés récompenser nos efforts par leur réussite professionnelle, humaine et sociale. À la même rentrée 2001-2002, Albert Landercy, recteur sortant donc, ajoutait « Pour une partie de nos étudiants, notre absence signifierait sans doute l'impossibilité d'entreprendre des études universitaires. Quand on considère les talents qui se sont révélés depuis la fondation, on mesure le gâchis humain, social et culturel qu'aurait entraîné la privatisation d'universités du Hainaut. » Fin de citation. Et nous voici maintenant, 17 années plus tard. UMons, un logo, un mot, de nouvelles couleurs, complètement inconnues avant 2009. Aujourd'hui, l'UMons, notre institution, est une université de référence dans le Hainaut. Depuis sa création en 2009, et le regroupement de l'Université de Mons-Hainaut, de la faculté polytechnique, dont la création, rappelons-le, remonte en 1837, sans oublier l'école d'interprètes internationaux et l'Institut d'architecture, l'UMons a connu et continue à connaître une remarquable croissance. Pour en témoigner, je citerai quelques chiffres. À son lancement, en 2009, l'UMons comptait environ 1450 étudiants primo-inscrits en bachelier. Cette dernière année académique, nous avons enregistré un maximum historique en termes d'inscription. Près de 2000 étudiants primo-inscrits, nouvellement inscrits en bachelier, soit une augmentation de 35%, et ce, malgré l'examen d'entrée en médecine, examen qui, comme vous le savez, est réputé pour être très sélectif. À l'aube de cette nouvelle année académique, alors que les inscriptions se poursuivent, je peux d'ores et déjà vous dire que nous dépasserons la barre des 2100 étudiants primo-inscrits, soit une augmentation de près de 40% par rapport à 2009. À ce stade, il faut évidemment s'interroger pour savoir si cette progression est spécifique à l'UMons ou si elle concerne dans la même mesure les autres institutions. Les statistiques du CREF, validées jusque 2014, permettent de se positionner en la matière. Ainsi, nous constatons que, depuis la création de l'UMons, le nombre d'étudiants primo-inscrits en bachelier à l'UMons, exprimé en pourcentage absolu par rapport à l'ensemble des universités de la communauté
française est passé de 7,6% en 2009 à 9,7% en 2014. Ce qui veut dire qu'au cours des 5 premières années seulement, nous avons enregistré à Lumons une progression relative d'environ 28%. Et cette progression, vous l'avez compris, se poursuit. À l'instar de notre croissance continue en termes de recrutement étudiant, la production scientifique de notre institution connaît une large progression également. Avec 102 services de recherche regroupés au sein de 10 instituts de recherche thématiques, ce sont près de 900 chercheurs, dont 42% de chercheuses, y compris 500 doctorants, qui contribuent chaque année à plus de 1400 publications scientifiques, dont 600 publications référencées, soit une augmentation de 30% en 5 ans. Par année, ce sont près de 40 projets de recherche acceptés et financés et 52 thèses de doctorat soutenues. Cela conduit notre recteur, Calogero Conti, à décrire notre production scientifique en 3 chiffres. 1, 2, 4, soit une thèse par semaine à Lumons, 2 publications référencées par jour et 4 publications scientifiques par jour. Je profite de cette tribune pour remercier le FNRS, représenté ici par sa secrétaire générale, pour son soutien. Nos chercheurs FNRS, même si relativement peu nombreux, contribuent significativement à la dynamique de notre recherche institutionnelle, qu'ils en soient remerciés également. À cet égard, la qualité de notre recherche scientifique, donc menée au départ de nos 10 instituts de recherche, porte largement ses fruits à l'échelle internationale, comme en témoignent les résultats récemment parus dans 2 rankings internationaux, à savoir U Multirank et le QS World University Ranking. Dans ces rankings sont considérés la productivité scientifique et le taux de citation par chercheur. Il s'agit donc d'indicateurs où la taille de l'institution n'intervient pas directement, mais bien la qualité du travail du chercheur individuellement et évaluée internationalement par ses pairs. Dans le classement U Multirank 2018, pour rappel initié et porté par la Commission européenne depuis 5 ans, nous occupons cette année la 2e position en Belgique, derrière la KUL, au niveau des Top Cited Publications, c'est-à-dire le nombre de citations internationalement émises de la part de nos pairs pour nos publications scientifiques. De plus, Lumons occupe la première place des universités belges en matière de publications scientifiques en partenariat international. Nous intégrons même le top 40 mondial, exactement à la 36e position. Dans le QS World University Ranking 2018, évaluant 4763 institutions internationales, Lumons apparaît dans le top 150 mondial, en 3e position des universités belges, de nouveau au niveau du nombre de citations internationales. Enfin, le fameux Shanghai Academy Rankings 2018 vient également de sortir. Évidemment, comme université de taille moyenne, nous n'y figurons pas, même si, pour la première fois, nous devenons, comme ils l'écrivent, candidats au top 500. Par ailleurs, il importe de signaler que lorsqu'il est question de domaines spécifiques, nous intégrons ce classement Shanghai, aussi bien en physique, en chimie qu'en sciences et ingénierie des matériaux. Ainsi, notre institut de recherche en matériaux se positionne honorablement entre la 201e et la 300e place du classement mondial, et comme première université francophone du pays. Tout ceci est, me semble-t-il, un parfait témoignage de l'internationalisation de notre recherche, tout en préservant et même renforçant
notre ancrage local. D'ores et déjà, sachez que ce sera mon leitmotiv. Ancrage local et rayonnement international. Mesdames et messieurs, chers amis, oui, l'UMONS est devenu une université de référence dans le Hainaut. Ainsi, déjà après 5 ans d'existence, soit en 2014, ce sont près de 43% des étudiants de la province du Hainaut qui ont débuté leur cursus universitaire au sein de notre université. Autrement dit, près d'un étudiant sur 2 dans la province du Hainaut choisit notre université. C'est tout simplement remarquable, sachant que depuis lors, nous poursuivons notre croissance et que, pour diverses raisons que seule l'histoire peut expliquer, le nombre de nos habilitations reste limité à environ la moitié des habilitations des institutions dites complètes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors pourquoi un tel attrait pour l'UMONS? Pourquoi? Vous avez dit université à taille humaine? Je pense intimement que cela y contribue grandement. Depuis l'année académique 2010-2011 et l'initiative de notre recteur Calogero Conti, des enquêtes pédagogiques sont organisées auprès de l'ensemble de nos étudiants afin de connaître la perception qu'ils ont de leur enseignement. En 7 ans, ce sont pas moins de 332 000 avis qui auront été récoltés. 332 000. Sur une échelle de perception s'étalant de très insuffisant à excellent, en passant par suffisant, satisfaisant ou bon, on observera que chaque année, et de manière stable, environ 94% des avis de nos étudiants sont positifs. Autrement dit, seulement un avis sur 20 est négatif. Avant que quelques mauvaises langues ne puissent se faire entendre, il importe de signaler que depuis l'année académique 2014-2015, tous les étudiants sont consultés par cette enquête pédagogique, y compris les étudiants en situation d'échec, sans que n'apparaisse une quelconque variation significative dans la répartition des avis. En d'autres termes, qu'un étudiant réussisse ou échoue un cours, il émettra un même avis critique à son sujet. Cette perception largement favorable de nos enseignements par les étudiants semble traduire la volonté de notre institution de privilégier leur encadrement. Cette perception percole et se répercute auprès de nos futurs étudiants, augmentant par-delà l'attrait pour l'UMONS. Au risque d'être répétitif, notre université est une institution de taille moyenne et elle doit savoir tirer profit de cette taille plus humaine au bénéfice unique de nos étudiants. Au final, et c'est bien là l'essentiel, il en ressort un très bon taux d'insertion professionnelle de nos diplômés. Ainsi, depuis 2010, on constate que chaque année, près de 85% de nos diplômés ont un emploi 9 mois après leur diplomation. L'UMONS, université de référence. L'UMONS remplit pleinement ce rôle au sein du pôle Inouïe, officiellement lancé dans le cadre du décret paysage. Le pôle Inouïe est l'un des 5 pôles académiques mis en place à côté de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, l'ARES, par le décret du 7 novembre 2013, redéfinissant le paysage de l'enseignement supérieur en communauté française et l'organisation des études. Ainsi, le pôle Inouïe se compose de 35 établissements de l'enseignement supérieur implantés dans le territoire de la province du Hainaut, soit 3 universités, l'université de Mons, l'université catholique de Louvain et l'université libre de Bruxelles, 3 hautes écoles, la haute école en Hainaut, la haute école Louvain en Hainaut et haute école provinciale Condorcet,
3 écoles supérieures des arts, Arts au Carré, Académie des beaux-arts de la ville de Tournai, École supérieure des arts Saint-Luc de Tournai, et 26 établissements de promotion sociale. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de nos partenaires. Plus de 35 000 étudiants sont aujourd'hui inscrits dans les institutions du pôle Énuyer, leur offrant près de 600 formations initiales et continues, du bachelier professionnalisant au doctorat. Le pôle constitue par excellence un lieu de concertation et de dialogue entre les institutions partenaires, dont la principale mission est de promouvoir et de soutenir les collaborations entre elles et de les inviter à travailler ensemble en vue d'offrir des services de qualité aux étudiants. En tant que coprésident du conseil d'administration du pôle Énuyer depuis sa création, le recteur Calogero Conti n'a certainement pas ménagé ses efforts pour encourager et renforcer ces collaborations institutionnelles, privilégiant toujours l'intérêt majeur des étudiants et particulièrement des étudiants de notre province. En tant que nouveau recteur de l'UMONS, j'aurai donc le privilège de coprésider le conseil d'administration du pôle Énuyer et je veillerai à poursuivre et promouvoir cette volonté de collaboration plutôt qu'une quelconque concurrence géographiquement localisée et stérile. En matière d'impulsion de collaboration entre institutions de proximité, il me faut citer le rôle de pionnier joué par notre regretté recteur Albert Landercy. Je me souviens parfaitement de notre première rencontre lorsqu'il m'a accueilli dans son bureau au 20 place du Parc, il y a 21 ans maintenant, quand je suis venu poser mes valises à l'université le 2 octobre 1997. Le professeur Albert Landercy présida aux destinées de l'université de Mont-Sénaud pendant 8 ans, à la faveur de 2 mandats consécutifs de 1993 à 2001. Il est décédé le 29 août 2011 à l'âge de 69 ans. Nombreuses furent ses réalisations durant ces années au service de la gouvernance de l'université. C'est sous son rectorat que fut posée la première pierre sur la plaine de Nimi du Pentagone, accueillant aujourd'hui les services de la faculté de médecine et de pharmacie et de la faculté des sciences. Citons également la signature du protocole d'accord entre l'université, l'IDEA et la ville de Mons, créant en 1994 le parc scientifique Initialis, là même où se sont développés Materianova et Multitel, 2 de nos centres de recherche agréés par la région wallonne. N'oublions pas l'impulsion nouvelle donnée à l'implantation de notre université à Charleroi par la mise en œuvre des nouvelles infrastructures au boulevard Joseph II. Mais surtout et avant tout, comme l'écrivait Calogero Conti en 2012 en parlant du recteur Landercy, je cite, « Son action personnelle fut essentielle. Je veux évoquer ici sa petite idée de rassembler en une structure cohérente les établissements d'enseignement supérieur non confessionnels de la province du Hainaut. La petite idée, sa petite idée, deviendrait bientôt le réseau Énuyer d'enseignement supérieur et universitaire, le RESU. Cette association d'établissements dont Albert Landercy a veillé à la naissance et accompagné le développement qui devait aboutir, en octobre 2009, à la création de l'ASBL, Pôle Énuyer. Fin de citation. Pionnier, oui, je pense sincèrement que notre regretté recteur Landercy fut le pionnier de la création du pôle Énuyer, consolidé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ce, par le climat de confiance qu'il a patiemment tissé avec les directions des institutions de l'enseignement supérieur. Qu'il en soit remercié. L'université de Mons est donc le fruit d'une fusion qui a vu le jour il y a près d'une décennie et avant tout le fruit d'une initiative lancée par 2 recteurs. Calogero Conti, à l'époque recteur de la faculté polytechnique, et le regretté recteur Bernard Lux.
recteur de l'université de Mons et nous. Il n'était pas seul, évidemment, entouré de collègues aussi précieux qu'efficaces. Je pense en particulier à M. Danivens, ex-administrateur de l'IMH et de l'UMONS, au professeur Paul Libart, ex-doyen de la faculté polytechnique, mais également le professeur Bernard Armeny, premier vice-recteur de l'UMONS depuis sa création. Un d'entre eux nous a quittés trop vite. Il s'agit du recteur Lux. Ayant été son conseiller à la recherche pendant 4 ans, avant d'intégrer l'UMONS comme vice-recteur recherche, il me plaît, surtout pour les moins jeunes d'entre nous, de rappeler brièvement le parcours et les principales contributions du professeur Bernard Lux. Il fut recteur de l'université de Mons-et-No de 2001 à 2009, année de sa disparition à l'âge de 59 ans des suites d'une longue maladie. Sous son rectorat furent créés 2 masters, l'un en sciences politiques et sociales, l'autre en sciences biomédicales, mais aussi le baccalauréat en droit en collaboration avec l'ULB. Et n'oublions pas l'intégration de l'école d'interprétariat en tant que 5e faculté à l'époque. Je me permets de citer le professeur Michel Eck, vice-recteur de l'UMH, lors de l'inauguration du bâtiment Mendeleïev en 2009, soit quelques jours avant le lancement officiel de l'UMONS. Le plus grand défi de Bernard Lux fut la création de la nouvelle université de Mons. Tout cela représente un travail considérable qu'aucun recteur avant lui n'avait eu l'occasion de mettre en place. Ce projet existait depuis 40 ans. Il n'aura pas eu l'occasion d'en voir la première rentrée académique et Michel Eck insistait en disant « Bernard Lux était franc, direct, rigoureux, mais aussi sensible, humaniste, incroyablement lucide, ainsi que brillant orateur doté d'un humour parfois caustique. » Fin de citation. En ce moment solennel, toutes mes pensées vont vers lui et sa famille. Depuis la création de l'UMONS en 2009, notre recteur Calogero-Conti n'a donc cessé d'assurer le meilleur fonctionnement de notre université. Il lui a fallu mettre sur pied de nouvelles structures administratives, fédérer des équipes de recherche, mais surtout faire preuve de beaucoup d'écoute et de pédagogie pour convaincre l'ensemble des acteurs de l'université. En effet, tout changement dans une institution de notre taille, singulièrement issue d'une fusion, a de quoi inquiéter et même faire peur. La crainte, lorsqu'on évoque une fusion, se résume souvent par rationalisation et ses potentielles pertes d'emploi. Avec l'aide de son équipe rectorale, j'en ai fait partie et je peux personnellement en témoigner, avec l'aide des doyens, des directeurs des services administratifs et techniques, ainsi que de 2 administrateurs successifs, le recteur Calogero-Conti a démontré totalement l'inverse d'une quelconque rationalisation. Au contraire, en 2009, nous étions 722 équivalents temps plein ETP hors contrat de recherche. En 2017, nous arrivions à 924 ETP, soit une augmentation de 28%. À noter que nos contrats de recherche nous permettent d'engager quelques 250 ETP supplémentaires. Aujourd'hui, en fait, l'UMONS est donc l'un des employeurs les plus importants de la région de Mons, avec plus de 1400 personnes physiques qui y travaillent. C'est évidemment l'ensemble de ce personnel que Calogero-Conti est parvenu à fédérer sous la bannière UMONS. Notre réussite et la nette phase de croissance que nous connaissons ont été possibles grâce à l'important effort collectif réalisé par l'ensemble de notre communauté universitaire. Votre enthousiasme, votre énergie
votre travail quotidien, mais également votre sympathie pour notre institution sont sans nul doute la base de ce que notre UMONS représente maintenant. Afin de mieux mettre en exergue les innombrables réalisations et l'apport de notre rectorat depuis la création de l'UMONS, je vous invite à visionner le petit film suivant qui résumera ce parcours de 9 années. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter 3 interventions de la part des représentants respectivement du corps scientifique, du personnel administratif, technique et ouvrier et de nos étudiants. Quand on l'a connu, on ne l'oublie jamais. Donc, parce que c'est un monsieur sur les qualités humaines exceptionnelles. J'insiste là-dessus. Le fait qu'au moment de la fusion, les universitaires de Mons aient décidé de choisir M. Conti, qui était alors le doyen de la faculté polytechnique de Mons, comme recteur de l'université, c'était un excellent choix. Et M. Conti a été à la hauteur. Il a travaillé d'une manière excellente et la fusion de la faculté polytechnique, qui garde son identité, une identité de très grande qualité à l'intérieur de l'université, eh bien, cette intégration vraiment s'est produite d'une manière excellente. Ce qui est remarquable chez M. Conti, c'est à la fois la rationalité du raisonnement, la précision des arguments et aussi une très grande humanité. C'est quelqu'un qui comprend les milieux modestes, les milieux défavorisés. C'est quelqu'un qui comprend les besoins des étudiants, qui comprend les besoins des différents personnels, que ce soit le personnel technique, que ce soit le personnel d'entretien, que ce soit aussi les scientifiques ou bien sûr le personnel académique. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que c'est une attitude, une aptitude qui n'est pas courante. Et M. Conti voilà, avait toutes ces qualités. L'écoute du professeur Conti est exceptionnelle et il est rassurant. Et il est de très bons conseils quand on lui demande des choses. Quand on l'a connu, on ne l'oublie jamais. Donc, parce que c'est un monsieur sur les qualités humaines exceptionnelles. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas toujours facile de trouver des gens qui écoutent. Et quand il décide, c'est un décideur. Et puis, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'il avait une grande vision et l'université de Mons, il a bâti tout ce qu'il faut. Maintenant, évidemment, on peut aller à une autre échelle avec le professeur Dubois, mais il a tout maintenant. C'est une continuité, c'est un développement qui est exceptionnel, visible, et les résultats de recrutement, de publication, de lien avec le monde socio-économique, de création de spin-off, etc., montrent la qualité des collègues de l'Université de Mons et des étudiants, puisque nous avons des développements communs aussi en recherche très importants, que ce soit en humanité ou en sciences et technologies.
La première chose qu'il faut aujourd'hui dire, c'est remercier le recteur Conti, qui a réussi énormément de choses, dont l'intégration des facultés polytechniques avec l'université de Montseno, la transformation de cette université avec véritablement l'excellence et la proximité au cœur. Et je tiens à dire qu'il a été un partenaire loyal, pas toujours d'accord avec les propositions, mais tout à fait loyal et dynamique. Et dans la construction des pôles, j'ai trouvé un véritable partenaire parce que il a tout de suite embrayé en voyant bien l'intérêt pour l'ENO d'avoir une vision territoriale. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien un territoire qui voit la plus-value de ce décret paysage, qui a d'autres aspects qui sont parfois plus contestés, eh bien c'est lui et je crois qu'il en a saisi toutes les opportunités. Calogero Conti n'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement pour ne rien dire, et c'est pour moi une très grande qualité, mais au contraire, lorsqu'il a réfléchi à sa position, s'y tient, et je tiens à dire qu'il a véritablement fait grandir l'institution montoise et que tout le monde peut être très heureux aujourd'hui de dire bon vent à Calogero en lui souhaitant de nouvelles aventures scientifiques ou humaines et en se disant en tout cas que plus jamais l'Université de Mons ne sera dans l'état où il l'avait trouvé puisqu'il l'a construite, il en a été un des initiateurs, un des bâtisseurs et qui peut transmettre à Philippe Dubois vraiment une institution de grande qualité. Messieurs les recteurs, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants, j'ai l'honneur aujourd'hui de m'adresser à vous en tant que représentante du corps scientifique. Celui-ci regroupe l'ensemble des scientifiques de l'UMONS, à savoir les doctorants, les assistants, les premiers assistants, les maîtres assistants, les chefs de travaux, les chercheurs sous contrat, les scientifiques du FNRS et des services généraux et les logisticiens de recherche. Nous sommes ainsi plus de 900 scientifiques à travailler chaque jour à l'UMONS et à participer à son développement. Être scientifique, c'est avoir l'opportunité de contribuer à l'évolution de notre société en faisant de nouvelles découvertes. Être scientifique, c'est avoir la possibilité de voyager dans le monde, que ce soit pour participer à des conférences ou pour développer de nouvelles compétences au sein d'autres institutions. Être scientifique, c'est avoir la chance de rencontrer de nouvelles personnes et d'établir de nouvelles collaborations. Être scientifique, c'est s'impliquer activement dans la vie de l'université, par nos activités d'enseignement et par notre participation aux nombreux événements organisés à destination du grand public. Être scientifique, c'est aussi rechercher sans cesse de nouvelles sources de financement destinées à la poursuite de nos travaux et participer à une course effrénée à la publication tout en maintenant une recherche de qualité. Nous ne devons effectivement pas occulter la situation générale de la recherche universitaire, qui manque cruellement de refinancement depuis de nombreuses années, induisant une pression de plus en plus importante sur le personnel scientifique, tant au niveau des moyens humains que matériels. De tout cela, notre recteur, Calogero Conti, en a toujours été pleinement conscient. En effet, avant d'occuper cette position, il a lui-même fait partie de cette catégorie de personnel. Sa brillante carrière scientifique n'est d'ailleurs, à ce titre, certainement pas étrangère au formidable développement qu'a connu notre université au cours de ces 9 dernières années. Permettez-moi d'en citer quelques exemples qui touchent particulièrement la communauté scientifique. Depuis sa création, l'UMONS a décerné environ 400 diplômes de doctorat. Le nombre de thèses défendues par an était de 28 en 2009, il y en a maintenant en moyenne 52 par an. Cette dynamique est sans conteste un des moteurs de l'accroissement du nombre de publications internationales référencées de notre université. En effet,
ce nombre ne cesse d'augmenter au fil des années. Ainsi, en 2017, l'UMONS a totalisé 619 publications référencées. Ce taux de publication permet à l'UMONS de se placer en 36e position parmi plus de 1600 universités selon le classement U Multirank, mis en place par l'Union européenne. Ce classement, rappelons-le, rapporte les critères évalués à la taille de l'institution, contrairement à ceux du Times, de Shanghai et au QS World University Ranking. Mais même dans ces derniers, nous arrivons à nous démarquer. Dans le QS World University Ranking, nous arrivons cette année en 147e position sur plus de 4500 universités évaluées concernant le taux de situation par personne. Enfin, de nouveau sur base de ce paramètre, le classement de Shanghai 2018 classe l'UMONS parmi les 500 meilleures universités au monde. Notre ouverture à l'international n'est aujourd'hui plus à démontrer. Nos scientifiques collaborent avec plus de 300 universités ou sociétés étrangères et chaque année, près de 10% d'entre eux réalisent un séjour à l'étranger. Autre point, et non des moindres, l'UMONS s'engage toujours plus pour le développement de notre région. Nos services de recherche sont impliqués dans plus de 200 contrats de collaboration avec des partenaires des milieux sociaux, économiques et industriels. Plusieurs spin-offs et start-up ont été développés et de nombreux emplois ont ainsi pu être créés. Toutes ces grandes avancées n'auraient pas été possibles sans les différentes actions entreprises par les autorités académiques placées sous la houlette de Monsieur le Recteur. La création des instituts de recherche en 2014 en est un exemple marquant. Ces 10 nouvelles entités, axées sur nos principaux domaines d'excellence, permettent une meilleure interaction entre les chercheurs et favorisent les approches multidisciplinaires. Parmi les actions entreprises, nous pourrions encore citer la mise en place d'aides et de financements à destination des chercheurs, tels que l'octroi de bourses de doctorat, la participation au financement de séjours scientifiques, les crédits extraordinaires alloués à la recherche, ou encore l'opération PhD Revolution qui vise à dynamiser et à mieux structurer le cadre de nos doctorants. Enfin, l'amélioration des conditions de travail des scientifiques et de tout le personnel de l'UMONS a également constitué une priorité pour notre recteur, notamment de par les investissements importants consentis ces dernières années dans les infrastructures. Je ne pourrais donc terminer cette intervention sans remercier chaleureusement, au nom du personnel scientifique, M. Conti pour toutes ces avancées apportées à notre université et souhaiter la bienvenue, en sa nouvelle qualité, à M. Philippe Dubois. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée académique. Mesdames, Messieurs, il m'a été donné l'honneur de prendre la parole en cette séance de rentrée académique 2018-2019 de notre chère institution qu'est l'Université de Mons. Oui, c'est volontairement que cette allocution ne commence pas par le traditionnel « Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants ». En effet, parce qu'au-delà de nos diplômes, de nos situations sociales et de nos fonctions, nous sommes avant tout des êtres humains. Des êtres humains avec des valeurs, des principes et surtout des émotions. De ce fait incontestable, 3 questions se posent. La première, comment peut-on valoriser ces caractéristiques qui nous donnent ce petit grain d'humanité? Depuis tout temps, des philosophes se sont penchés sur la question. Ils ont nommé bienveillance cet état d'esprit qui incite à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Je vous citerai 3 de ces philosophes, ainsi que quelques principes que nous pouvons en retirer. Le premier, Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, dit que la bienveillance consiste dans le fait de souhaiter du bien à autrui, sans besoin nécessairement de communication ni d'affichage, mais d'une manière désintéressée. Celui qui est bienveillant ne se met donc pas en avant et le fait sans intérêt. Le deuxième, Thomas d'Aquin, philosophe italien du XIIIe siècle, émet l'idée que la bienveillance est universelle et donne à considérer toute personne, quelle qu'elle soit,
comme quelqu'un qui mérite qu'on lui veuille du bien. Chacun mérite donc de la bienveillance. Le troisième, Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, estime que la bienveillance constitue un devoir d'humanité. Il est donc de notre devoir d'être bienveillants pour le développement durable de notre humanité. La deuxième question, quels sont les types de bienveillance? Tout d'abord, la bienveillance vis-à-vis de soi-même. La société que nous composons et dans laquelle nous évoluons nous amène à nous imposer une exigence à l'extrême et un perfectionnisme utopique, à un tel point que nous nous plaçons dans un tel état de stress maladif, au propre comme au figuré. C'est alors la bienveillance envers soi-même qui permet de prendre du recul par rapport à la demande de notre société. Ensuite, la bienveillance vis-à-vis des autres. Une fois que nous avons acquis cet état d'esprit d'indulgence envers soi-même, il devient naturel de comprendre les autres et de ne pas leur imposer ces exigences extrêmes. De plus, il existe un cercle vertueux de cette mentalité, puisque si nous sommes bienveillants envers nous-mêmes, nous le serons naturellement envers les autres, et les autres le seront par effet de boomerang envers nous-mêmes. Enfin, la bienveillance dans notre management et dans nos relations avec nos collègues. Cette bienveillance est basée sur le respect, la confiance et l'écoute des collaborateurs. Il ne s'agit donc pas d'un outil de manipulation que l'on utiliserait pour obtenir de son équipe ou de ses collègues tout ce que l'on souhaite. Rassurez-vous, nous pouvons tous devenir réellement bienveillants. Si nous nous remettons en question, si nous prenons du recul vis-à-vis des exigences que nous nous imposons et si nous avons un peu plus confiance en nous et aux autres. La dernière question, qu'est-ce qu'un manager bienveillant? Nous avons eu la chance, au sein de notre institution, de connaître durant les 9 dernières années un dirigeant véritablement bienveillant. Il s'agit de Monsieur le recteur sortant. En effet, Monsieur Calogero-Conti n'a eu de cesse d'intégrer la bienveillance dans sa gestion quotidienne. Nous avons été nombreux à bénéficier de ses bons jours, de ses sourires, de son positivisme et de sa gentillesse. Sa porte a toujours été ouverte et il est resté à l'écoute de chacun d'entre nous. Il a assumé ses décisions, a valorisé ses équipes et a toujours proscrit le sexisme. Saviez-vous que M. Calogero-Conti est à l'initiative de la création d'un conseil de développement durable de l'Université de Mons et qu'au sein de celui-ci, un des groupes de travail créés a pour thématique le bien-être de la communauté universitaire. Ce groupe de travail proposera d'ailleurs prochainement au Conseil de développement durable de soutenir un cycle de conférences et de formations sur la bienveillance et le management positif, afin de participer au développement durable du bien-être de notre communauté universitaire. Monsieur Conti, je me permets donc au nom de notre communauté universitaire de vous remercier pour votre bienveillance. Pour conclure, nous souhaitons transmettre 2 messages. Le premier, à vous tous, à nous tous. Dès aujourd'hui et pour les générations futures, construisons ensemble une société durablement bienveillante pour le bien-être de chacun d'entre nous. Enfin, et afin de s'associer à notre deuxième message, je demanderai à tous mes collègues du personnel administratif, technique et ouvrier ici présents de bien vouloir se lever. À notre nouvelle équipe dirigeante, merci de poursuivre la culture de cet état d'esprit qui incite à la compréhension et à l'indulgence envers chacun d'entre nous.
Considérez-nous comme des êtres humains au sein d'une communauté universitaire composée d'individus de qualité, et ce, quels que soient nos diplômes, nos situations sociales ou nos fonctions. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle rentrée académique 2018-2019 à l'UMONS. Messieurs les recteurs, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers étudiants. Je me présente, je m'appelle Alexandre Tulipek, je suis l'actuel président du conseil des étudiants de l'université de Mons, Lorraine-Mons. Certains d'entre vous auront remarqué que j'ai la chance d'avoir un nom composé. Celui-ci marque l'importance du rassemblement au-delà de la transition, car les noms, outre les fonctions, marquent des histoires. Puissions-nous dire, nous aussi, qu'un jour, nous aurons à inaugurer des stèles en l'honneur des gens qui ont la lourde charge d'occuper des postes comme celui d'un recteur. Puissions-nous également dire que nous aurons l'honneur, un jour, de ne pas attendre que ces reconnaissances ou ces postes seuls ne définissent notre monde. Mais cela serait une erreur de nier que ces personnes ne le marquent pas pour autant. Cette nouvelle année académique marque donc celle de la transition au sein de notre université, mais aussi dans notre société. Mais de quelle transition parle-t-on ? Dans quel domaine devrions-nous réfléchir à un avant, un après, en Belgique, au-delà de notre simple université? Une université, c'est un tout. Au-delà des fonctions, au-delà des prérogatives, c'est un ensemble d'individus qui forment une communauté et où chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est une structure où l'apprentissage, où l'enseignement se confronte à un milieu qui éduque, mais un milieu qui subit indéniablement les erreurs d'une société à la fois jugée trop sévère et parfois trop bornée. Borné, comme laissant nul doute notre ministre de la Santé, préférant se plaindre au lieu de comprendre en quoi réside l'intérêt de développer un accès plus grand à nos études de santé. Notre ministre de l'Énergie, démontrant une incapacité à avoir une vision d'avenir, alors que nous devrions songer à initier une réelle transition énergétique. Ou encore notre secrétaire d'État à l'asile et aux migrations, qui cherche à nous diviser selon nos origines, plutôt que de nous permettre de vivre en paix tous ensemble. Mais, si vous le voulez bien, revenons-en à notre transition, qui, il est vrai, fait peut-être écho à celle qui se tiendra en politique au niveau local le 14 octobre. L'avenir nous dira si nous assisterons, comme ici, à une passation de pouvoir, peut-être un changement de couleur, ou si nous garderons les structures et les visages familiers que nous connaissons si bien. Pour boucler la boucle, il faut reconnaître que notre enseignement n'est, lui, pas non plus réellement engagé dans une transition. S'apprête-t-il à préparer nos étudiants à ce renouveau que demande notre société? Notre engagement tend aujourd'hui à globalement rallonger la durée des études. Même s'il est vrai que ce système offre probablement des conditions de réussite moins strictes qu'auparavant, il peut vite devenir un cercle vicieux dans lequel les étudiants au parcours plus compliqué s'engouffrent pour ne jamais en sortir. Ceux qui ont la chance d'en sortir en la main doivent bien souvent se battre afin de trouver la place qu'ils convoitent depuis leur enfance. Dans notre société actuelle, jugée trop qualifiée par le diplôme, mais manquant d'expérience sur le terrain, nous nous résignons parfois à nous engager dans un domaine dans lequel nous n'étions initialement pas destinés. Et malheureusement, nous sommes bien loin de nous douter de ce qui nous attend lors de notre première journée sur les bancs de l'université. Et pourtant, nous, étudiants, méritons notre chance. Méritons, au même titre que n'importe lequel des citoyens, de trouver un travail dans lequel nous pourrions être épanouis et exercer pleinement nos talents. Et ces talents peuvent contribuer à l'amélioration de notre vie. Mesdames et messieurs les futurs conseillères et conseillers communaux, n'hésitez jamais à tendre une main vers le monde étudiant qui anime vos quartiers et fait battre le cœur de votre ville. Car bien que nous ne puissions pas y voter, nous y étudions, nous y habitons et nous serions plus qu'heureux de pouvoir vous aider à la rendre meilleure. À vous, de votre côté, de nous promettre de ne pas nous oublier, de nous écouter, de nous aider à trouver les solutions qui feront qu'étudiants et habitants puissent cohabiter dans les meilleures conditions qui soient. Sans étudiants, une université ne peut pas exister et une ville comme Mons perdrait son rayonnement. Et c'est là tout l'enjeu auquel la prochaine équipe rectorale et nos politiques devront faire face. Offrir à nos jeunes un meilleur accès à l'enseignement supérieur, une meilleure préparation à celui-ci, une meilleure
l'accompagnement de ces étudiants tout au long de leur parcours scolaire et leur insertion professionnelle. Au-delà de l'aspect pédagogique, il faut également leur mettre à disposition des structures dans lesquelles ils pourront étudier, se loger, mais également se divertir. À vous de nous donner tous les outils nécessaires à l'accomplissement de notre vocation, à nous ensuite de tout mettre en œuvre pour être les acteurs de notre éducation. Comme l'a très bien dit un certain Yves M., ingénieur français désormais à la retraite, je le cite, « L'enseignement éclaire le chemin, l'éducation trace la route, mais chacun est l'organisateur de son voyage. » Fin de citation. Je ne pourrais tout de même pas clôturer mon intervention sans oublier de remercier celui qui s'en va et féliciter celui qui arrive. Monsieur Conti, au nom de toutes les étudiantes et tous les étudiants, nous tenions à vous remercier pour toutes ces années passées à la tête de notre université. Monsieur Dubois, nous vous souhaitons beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de plaisir dans vos nouvelles fonctions. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée académique. Merci à vous. Je prendrai mon courage à deux mains. Merci à vous trois, merci à Madame Élise Henebert, à Madame Christine Boutique et à Monsieur Alexandre Tulip-Eck pour vos interventions et les messages qu'on a pu percevoir évidemment. Puis-je maintenant inviter notre recteur Calogero-Conti à me rejoindre afin de procéder à la passation de l'épitoge rectorale. Je l'en remercie.
Mesdames et messieurs, chers amis, c'est maintenant en tant que recteur de l'UMONS et empreint d'une émotion certaine que j'ai l'honneur de m'adresser à vous. Pour mon premier geste en tant que recteur, je souhaite officiellement remercier et honorer notre maintenant pro-recteur, Calogero Conti, et notre ex-premier vice-recteur, Bernard Armini. Si l'UMONS a pu connaître une telle évolution, c'est évident, et vous l'avez tous bien compris, c'est le fruit de leur initiative, de leur implication et de leur travail. Diriger, c'est se dévouer à une idée, à un rêve, à une vision de ce qui peut advenir. Benazir Bhutto. Se dévouer à son université, c'est bien ce qui caractérise notre recteur Conti. Laissez-moi revenir sur le parcours du professeur Conti. Il vient donc de terminer son second mandat de recteur, soit un total de 9 ans, 9 années à la tête de l'UMONS depuis sa création, mais plus encore, puisqu'il avait auparavant assumé les fonctions de recteur à la faculté polytechnique de 2006 à 2009, soit 12 ans de rectorat au total. De plus, il a été doyen de la FPMS de 1997 à 2001. Il est clair qu'il connaît sur le bout des doigts et mieux que quiconque notre institution. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil en 1978, Calogero Conti commence sa carrière de chercheur dans le service de métallurgie des métaux non ferreux et y défend sa thèse de doctorat en 1982. Il passe ensuite dans le service de mécanique rationnelle, au sein duquel il exerce ses activités d'enseignement qui portent principalement sur la dynamique des systèmes et des vibrations mécaniques. Ces domaines de recherche concernent les procédés d'épuration de métaux liquides, puis la simulation des systèmes mécaniques multicorps et l'analyse des vibrations mécaniques, particulièrement dans le domaine des transports et de la stabilité des véhicules. Comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas que conduit sa recherche dans le domaine de la simulation des systèmes mécaniques dans le transport, mais il a testé lui-même ces données sur le terrain. Il s'agit ici de la première organisation des 4 heures Quiz-Tax de l'UMONS par l'ORE, par l'organisation représentative des étudiants de l'UMONS. 9 ans plus tard, au printemps dernier, il est intéressant de constater que nous nous retrouvons de nouveau, tous deux, sur notre Quiz-Tac, mais cette fois, il m'a cédé le volant, à gauche. Est-ce déjà un signe de la passation d'épitoge rectorale que nous venons de vivre? En tant que recteur, Calogero Conti, en plus d'avoir présidé le conseil d'administration de notre institution pendant 9 ans, a présidé le CA du Centre de recherche agréé Materia Nova et a assumé de nombreux mandats de membres de conseil d'administration, tels que le Conseil wallon de la politique scientifique, du FNRS, de l'ARES, du Centre de recherche agréé Multitel, de l'Invest Mons Borinage Centre Spinova, du PAS à Frameries et même de l'Orchestre royal de Wallonie à Mons. Et j'en passe. Mais parmi ces innombrables implications à l'université, il y en a une qui lui a tenu énormément à cœur. C'est celle qui l'a liée aux étudiants, à ses étudiants. À noter qu'il n'a jamais cessé d'enseigner, même pendant ses mandats de recteur, et a toujours souhaité conserver un cours en faculté polytechnique. Témoignage de son attachement aux étudiants, voici comment, lors de la rentrée académique en 2011, il interpella nos étudiants primo-inscrits venant d'intégrer notre université. Vous disposez d'un potentiel qui vous a permis d'arriver jusqu'à nous et qui vous a été transmis patiemment par vos dévoués enseignants du secondaire. Mais dites-vous bien que si au sein de notre université, vous y mettez ce qu'il faut de volonté, de travail, mais aussi de loisirs, vous disposez des atouts pour surmonter tous ces écueils, car votre futur n'existe pas. Il est à faire.
Votre futur doit être pensé, il doit être inventé, et puis surtout, votre futur, il doit être voulu. » Fin de citation. Notre recteur n'a donc jamais ménagé ses efforts pour notre université, jusqu'à endosser son kimono. Ici, sur le tatami avec Joachim Bottio, diplômé de l'UMONS, et évidemment judoka d'envergure internationale. Mais heureusement, il n'a jamais dû mettre en pratique les leçons de judo reçues. En tout cas, certainement pas avec son équipe rectorale, tant celle-ci l'a toujours soutenu. We are Karo Team, n'est-ce pas? Je ne peux oublier celui qui fut le bras droit de Calogero Conti pendant ces 9 dernières années, qui lui fut si précieux, tant par ses conseils avisés que l'aide continue quotidiennement apportée. Il s'agit évidemment de notre ex-premier vice-recteur, le professeur Bernard Armeny. Psychologue de formation, Bernard Armeny a préparé et soutenu à la FPSE une thèse de doctorat centrée sur l'analyse objective de la qualité vocale. Sa charge d'enseignement comporte 2 volets. D'une part, la formation à la recherche expérimentale et aux approches quantitatives en sciences humaines. D'autre part, les sciences du langage. Le laboratoire de phonétique qu'il dirige se centre principalement sur l'étude du traitement du langage chez l'humain. Ces activités scientifiques sont à l'origine de partenariats avec divers laboratoires étrangers, Université Paris 3, Université Jean Jaurès de Toulouse, Université autonome de Barcelone, Université de Strasbourg, Université du Québec à Montréal et j'en passe. Il est le président fondateur de l'Institut de recherche en sciences et technologies du langage. Bernard Armeny a présidé la commission sciences psychologiques et pédagogiques du FNRS. Il a donc exercé la fonction de premier vice-recteur de l'UMONS dès sa création en 2009. Toute personne ayant fréquenté Bernard sait à quel point il est un orateur brillant, je dirais même un véritable tribun, dont les discours n'ont jamais laissé indifférent, alliant sagesse, éloquence et humour. Je suis un recteur chanceux, car le professeur Armeny a accepté de m'accompagner dans ma tâche en tant que premier conseiller du recteur. Il sera en charge de la stratégie institutionnelle et des affaires académiques. D'ores et déjà, cher Bernard, je t'en remercie très chaleureusement. Donc, pour mon premier geste officiel en tant que recteur, je souhaite honorer notre prorecteur Calogero Conti et notre ex-premier vice-recteur Bernard Armeny en leur remettant à tous deux la médaille de l'université, en gratitude de leur inestimable contribution à la construction et à la gouvernance de l'UMONS. Par la même occasion, j'invite Mesdames Conti et Armeny à les accompagner et me rejoindre. Je sais combien, Mesdames, vos contributions, votre patience et votre soutien furent également d'importance pendant toutes ces longues années. Merci à elles, à vous également. Je vous invite à me rejoindre.
Ophélie Giovanni a 16 ans. Elle est en 5e année de secondaire aux Ursulines de Mons. Baignée dans un univers musical depuis sa naissance, elle découvre le violoncelle à l'âge de 7 ans et commence à l'Académie de musique à Mons. Ophélie a remporté le premier prix du concours Edmond Barth à Bruxelles en 2016. Ophélie se destine à rentrer au conservatoire après ses humanités. Je n'ai aucun doute qu'elle fera une magnifique carrière. Merci Ophélie. Mesdames et messieurs, chers amis, avec le professeur Marc Laby, notre premier vice-recteur, nous sommes engagés à poursuivre la construction de l'UMONS en exploitant les valeurs qui la caractérisent, à savoir ses dimensions humaines, positionnant l'étudiant au centre des préoccupations, son ancrage territorial tout en rayonnant internationalement, par sa recherche et ses collaborations nationales et internationales, son ouverture philosophique, promouvant la tolérance et l'esprit critique, et sa volonté affirmée de privilégier le développement durable au travers de ses activités. Marc Laby et moi-même serons entourés pour ce faire d'un collège rectoral soudé et fort de 22 personnes, issues de chacune de nos facultés, assurant une remarquable arborescence au sein de notre institution, et avec qui, depuis plusieurs mois, nous avons réfléchi à l'avenir de notre université et façonné les grandes lignes du programme qui fut présenté aux membres de l'université en avril dernier. Avec leur soutien, nous mettrons tout en œuvre pour le développement d'une université forte, financièrement saine, ambitieuse et consciente de son rôle social et sociétal. S'appuyant sur les 4 vice-recteurs de mission suivants, le nouveau collège rectoral se présentera et fonctionnera quelque peu différemment, et ce, de manière à encore mieux répondre aux enjeux futurs. Chacun des vice-recteurs sera entouré de ses propres conseillers, afin d'intégralement couvrir l'ensemble des missions qui le concernent, constituant ainsi le collège rectoral en question, et que je vous invite à découvrir de manière exhaustive sur le site web de l'UMONS, dans la rubrique « Pilotage de l'institution, équipe rectorale », tout nouvellement actualisé. À l'entame de son premier mandat à la tête de l'Université de Mons, notre recteur Conti insistait sur l'importance du « vivre ensemble » à l'UMONS. 4 années plus tard, pour son second mandat, il enchérissait par sa volonté de construire ensemble. Mon mandat cherchera à s'affirmer ensemble comme une université autonome et incontournable dans la logique du décret paysage, où l'UMONS continuera à jouer son rôle de coordination au sein du pôle Énuyer, en parfaite harmonie avec l'ensemble des partenaires de la province du Hainaut, qu'ils soient universitaires, des hautes écoles, de l'enseignement artistique ou de la promotion sociale. Autonomie, certainement, mais autonomie collaborative avant tout. L'esprit UMONS, je dirais même le label UMONS, est sans nul doute le garant de notre succès, soudant tous les acteurs autour d'un projet collectif piloté par le conseil d'administration de l'université, les doyens de faculté et présidents d'école, et notre nouvel administrateur depuis le 1er octobre, le docteur Philippe Mettens, à qui, au nom de tous les membres de l'UMONS, je souhaite la bienvenue et l'assure de notre soutien intégral. Qu'il me soit permis d'exprimer tous mes remerciements à Michel Coulon, administrateur de l'UMONS ces 4 dernières années, pour son implication dans la gestion administrative de notre institution, aussi bien au niveau de notre personnel, de nos infrastructures et de notre fonctionnement administratif. Pour poursuivre la dynamique de développement de l'UMONS, de nouvelles missions ont été attribuées au vice-recteur. Permettez-moi d'en citer les principales.
À côté de ses fonctions fondamentales, que sont évidemment l'enseignement et la recherche, l'université se doit d'être un acteur économique, social et culturel au service des membres de sa communauté et de manière plus globale de sa région. Elle l'est déjà incontestablement. Toutefois, il est possible de mieux valoriser ce qui existe déjà et de renforcer, développer les diverses initiatives prises par les uns et les autres dans ces domaines. Contribuer à ces objectifs fera partie des tâches nouvellement dévolues à notre premier vice-recteur et ses conseillers. L'enseignement et la formation constituent l'une des 3 missions fondamentales de l'université. Cela concerne aussi bien l'étudiant qui accède aux études supérieures pour la première fois que la personne qui désire reprendre ou poursuivre certains apprentissages durant sa vie professionnelle. Nous souhaitons accorder une attention toute particulière, en plus de cela, à la transition secondaire supérieure, à travers une collaboration accrue avec les établissements secondaires et la poursuite de l'implication de l'UMONS dans les activités du pôle Énuyer et de son centre de didactique de l'enseignement supérieur. Tous les partenariats qui permettront de poursuivre cet objectif seront encouragés. L'aide à la réussite et l'utilisation d'outils pédagogiques, notamment l'e-learning, sont aussi au cœur des préoccupations de l'université. Une réflexion permanente sera menée par rapport aux stratégies numériques pour l'enseignement et la formation. L'enseignement continuera plus que jamais à s'appuyer sur les activités de la recherche par ailleurs. Ainsi, l'institution entend consolider et accroître sa dynamique d'excellence de sa recherche avec une vision absolument tournée vers le futur et une attention toute particulière pour les jeunes talents. Plusieurs axes d'avancement sont proposés. Premièrement, soutenir le financement de la recherche au niveau aussi bien de nos doctorants par la création d'un PhD College que des postdoctorants via de nouveaux instruments de soutien. Instruments à définir par notre conseil de recherche. Deuxièmement, soutenir la structuration de la recherche et son rayonnement autour de nos instituts et la mise sur pied de nouvelles plateformes technologiques fournissant un support aux chercheurs et mettant à leur disposition un ensemble d'équipements scientifiques de pointe ainsi que le savoir-faire associé. Et enfin, troisièmement, soutenir la créativité et l'innovation dynamique au service de notre région. Ces actions en termes d'innovation seront menées en étroite collaboration avec la vice-rectrice à la promotion aux partenariats régionaux et interrégionaux. Ce vice-rectorat de mission, tout à fait nouveau à l'UMONS, se positionne précisément comme l'interface unique entre notre université et les partenaires publics et privés, pour la mise en place de collaborations de type gagnant-gagnant, en soutien au développement de la recherche et des services à la société, à la création, je dirais, d'un effet club pour les diplômés de l'institution et à la contribution au débat qui anime le champ du développement régional et interrégional. Son efficacité se mesurera en termes de simplification des démarches pour une plus grande réactivité face aux opportunités et aux sollicitations, d'adaptabilité dans la mise en place en fonction du domaine de partenariat et enfin de visibilité des actions concrétisées. Et ce, pour le plus grand rayonnement de l'Université de Mons dans sa région et dans l'interrégion. Dans son discours de rentrée en 1974, le recteur Jacques Frano, également grand pionnier de notre université et dont le buste fut inauguré à la cité portant son nom, voici précisément un mois, le recteur Jacques Frano écrivait « La science n'est en soi ni un bien ni un mal, et n'a de sens que parce qu'elle est la source de connaissances objectives à la disposition des hommes. C'est à eux de s'en servir pour le bien de tous. » On comprendra donc aisément que former ces étudiants en citoyens du monde fait aussi partie de nos missions essentielles. L'université doit les aider à en connaître les enjeux scientifiques, économiques et politiques, les richesses de la diversité culturelle, les écarts entre nord et sud, mais aussi
à découvrir et partager le vécu de jeunes universitaires étrangers pour appréhender plus de défis communs que de différences. Une partie de nos étudiants peut atteindre cet objectif à travers une ou plusieurs mobilités. Pour d'autres, quelles qu'en soient les raisons, pour d'autres qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter d'autres pays, l'université doit agir en faisant venir le monde à eux. Clairement, nous poursuivrons et étofferons nos actions pour accroître la mobilité internationale in et out de nos étudiants. En parallèle à ces actions, il me faut ici ardemment remercier tous les acteurs de l'UMONS, ils se reconnaîtront, qui ont permis à notre institution d'adhérer à la campagne Université hospitalière. En juillet dernier, l'UMONS est ainsi devenue la deuxième université du pays, après l'ULB, à s'engager officiellement en faveur du renforcement de l'accueil et de l'intégration des migrants et réfugiés dans la communauté universitaire. Convaincu que l'enseignement est un vecteur d'émancipation, un lieu d'échange de savoir et un espace de rencontre et d'expression des différences, l'UMONS organise l'accueil de jeunes réfugiés désireux d'entreprendre ou de reprendre des études supérieures devenues inaccessibles dans leur pays d'origine. Depuis novembre 2015, le programme d'aide en faveur des étudiants réfugiés mis en place à l'UMONS a soutenu plus de 250 demandeurs d'asile provenant de différents centres d'accueil énuyés. Ces demandeurs d'études ont reçu une aide personnalisée pour faire face aux lourdes obligations administratives, notamment en matière d'équivalence de diplôme. L'université a ensuite facilité l'inscription comme étudiants réguliers dans la filière de leur choix de tous ceux qui ont pu obtenir l'asile en Belgique. Notre service social et notre service logement jouent aussi un rôle important dans l'intégration, en intervenant pour pallier les difficultés d'accès au logement, les problèmes de transport et de logistique quotidienne. Merci à vous, merci à toutes et tous. Votre travail est tout simplement remarquable et il importe de le poursuivre. En ce qui me concerne, je serai donc entouré de 3 conseillers. À noter ma volonté, clairement exprimée en avril dernier, ma volonté d'intervenir personnellement au niveau de notre implication sur le site de Charleroi. En prenant personnellement en main la gestion du site de Charleroi, nous montrons combien ce site est également important pour nous, en parfaite complémentarité avec nos campus de Mons. Pour rappel, cela fait précisément 40 ans que notre université s'est installée à Charleroi, où nous accueillons actuellement près de 800 étudiants inscrits soit en horaire de jour, soit en horaire décalé. Mesdames et messieurs, chers amis, voici donc un ensemble, semble-t-il, cohérent de grandes lignes d'action. Elles feront l'objet d'une analyse affinée avec les principaux acteurs de l'UMONS afin d'être retranscrites sous la forme de principales orientations stratégiques institutionnelles à la base de la future feuille de route de notre institution. Toute décision stratégique sera prise en prenant soin de ne pas entraver le sain équilibre de notre situation financière actuelle. Il conviendra de veiller à accroître, entretenir et développer nos infrastructures sur l'ensemble de nos campus, à Mons et à Charleroi. L'équipe rectorale précédente a déjà eu l'occasion de concrétiser de très importants investissements, avec pour premier objectif celui d'adapter nos infrastructures à notre croissance et d'améliorer les conditions de travail, tant de notre personnel que de nos étudiants. Citons la rénovation récente et intégrale du bâtiment des inscriptions aux 22 places du Parc, qui regroupe la plupart des services ayant un contact avec nos étudiants. Citons également le nouveau bâtiment de Vinci, inauguré en juin sur le campus de la Plaine,
qui, en plus d'accueillir une crèche, le secrétariat de la faculté des sciences, les bureaux et autres locaux des départements de mathématiques et d'informatique, et une partie des classes d'enseignement de la faculté de traduction et d'interprétation, offrent de nouveaux espaces de travail et de détente à l'intention des étudiants. L'offre de logements étudiants a également été revue à la hausse, et ce en partenariat avec le privé. 3 nouvelles cités ont ainsi été ouvertes, à savoir Côte Humons 1, Côte Humons 2 et Humons Upcôte. Nous atteignons aujourd'hui un parc de logements de près de 850 chambres, à des prix démocratiques qui correspondent évidemment à la politique qui est la nôtre. Au printemps prochain, nous lèverons le voile aux 23 places du parc sur la transformation d'un bâtiment emblématique de Lumons, orienté vers la diffusion de la culture et des sciences à destination du grand public. Ce lieu unique à Mons, abrité dans une chapelle des Visitandines entièrement rénovée, portera le nom, comme vous pouvez le lire, de Mumons. Les expositions qui y seront organisées ouvriront des portes entre les disciplines, les modes de pensée et les époques. Le Mumons offrira à ses visiteurs des clés de compréhension du monde qui nous entoure, en stimulant notre curiosité. La conception de cet espace repose sur 2 volontés fondatrices. Celle des autorités de Lumons de sauvegarder, enrichir, étudier et valoriser le patrimoine exceptionnel que constitue la collection d'instruments scientifiques et pédagogiques anciens de la communauté française de Belgique, mais aussi les fonds anciens et précieux de notre bibliothèque centrale et nos propres collections. Mais aussi celle de renforcer notre identité d'acteurs culturels pour le bénéfice de tous. Notre direction des affaires culturelles et de la diffusion des sciences et technologies disposera là d'un formidable outil de plusieurs centaines de mètres carrés répartis sur 3 niveaux. Rendez-vous donc au printemps prochain. Sur la base de l'avancement des travaux en cours, l'année académique suivante verra l'ouverture de la nouvelle bibliothèque des sciences humaines. Celle-ci sera hébergée dans l'ancien cloître, localisé à l'arrière du rectorat aux 23 places du parc. Vous avez ici une visualisation de synthèse de la future salle de lecture. Enfin, à la rue d'Avray, nous y construirons le futur bâtiment qui hébergera la faculté d'architecture et d'urbanisme. Son inauguration devrait avoir lieu en 2021-2022. Comme préalablement évoqué, nous souhaitons aussi consolider notre présence à Charleroi. Nous le faisons en étroite collaboration avec la ville de Charleroi, l'ULB, l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Haute École provinciale Condorcet, dans le cadre de la rénovation d'une infrastructure comportant 3 bâtiments, dont le Gramme, la maçonnerie et le Solvay. En parallèle à la rénovation du bâtiment Gramme, en ce début d'année académique, 2 cursus de bachelier en cours de jour y ont été réactivés en partenariat avec l'ULB. Il s'agit de la réactivation du bachelier en sciences humaines et sociales et de la réactivation du bachelier en sciences biologiques, donc tous 2 organisés à Charleroi. De plus, et de nouveau en partenariat avec l'ULB, un master de spécialisation en management territorial et développement urbain y est également ouvert, cette fois en horaire décalé. Preuve supplémentaire de notre volonté de collaboration interinstitutionnelle, l'année dernière, en septembre 2017, un master s'est ouvert à Mons en codiplomation avec l'UC Louvain, la Haute École provinciale Condorcet, la Haute École en Hainaut et la Haute École Louvain en Hainaut. Nous proposons ainsi à nos étudiants du bachelier en sciences humaines et sociales un master en transition et innovation sociale. Finalement, il me faut vous informer que 2 demandes de nouvelle cohabitation en partenariat avec l'ULB ont été déposées à l'ARES pour l'année 2019-2020. Il s'agit du master en politique économique et sociale à Charleroi et du master en sciences pharmaceutiques à Mons.
Ces 2 demandes seront examinées par le conseil d'administration de l'ARES prochainement. Je devrais pouvoir vous en dire plus à la prochaine rentrée académique, du moins, je l'espère. À ce stade de mon discours, qu'il me soit permis de me tourner vers nos responsables politiques pour partager le message suivant. Message également lu par mes 5 collègues recteurs des universités belges francophones lors de leur propre rentrée académique. Ainsi, les 6 recteurs ont procédé ensemble à une lecture critique du rapport du Collège d'experts extérieurs établi il y a près d'1 an à la demande du conseil d'administration de l'ARES. Ils en ont apprécié l'analyse qui insiste sur le définancement général de l'enseignement supérieur. Le définancement était particulièrement général et particulièrement important pour les universités. Sur les 15 dernières années, la baisse du financement par étudiant a été de près de 20%. Cette diminution rend l'exercice des missions de base des universités de plus en plus difficile, à un moment où la concurrence internationale est toujours plus forte. À l'occasion de cette rentrée académique et à la veille d'une nouvelle législature, les recteurs des 6 universités belges francophones ont convenu de partager ensemble avec vous une demande de refinancement prioritaire pour leur permettre de remplir leur mission dans le futur. En conclusion, au sein de notre université, l'ensemble du programme que je viens de vous décrire ne pourra être réalisé qu'en associant toutes les forces vives dans la pleine continuité de l'engagement témoigné par chacun et chacune depuis le lancement de l'UMONS. Cela se concrétisera donc par une nouvelle gouvernance, mais également de nouveaux moyens pour plusieurs de nos facultés. De nouveaux doyens et moyens pour plusieurs de nos facultés. Lapsus révélateur. Sur nos 3 facultés, 4 ont effectivement changé de doyen. Ensemble, nous pourrons, j'en suis intimement convaincu, comme en témoignent nos récents échanges et autres réunions, mettre sur pied notre nouveau programme au grand bénéfice de notre belle institution. Nouvelles équipes, donc, toutes animées par la même motivation et ce dynamisme fédérateur. Je pense que l'UMONS a énormément de chance. Et de fait, nos partenaires et collaborateurs extérieurs, quels qu'ils soient, aussi. Pour clôturer mon propos, je me permettrai de citer un célèbre industriel américain, j'ai nommé Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Je vous remercie pour votre attention, j'ai dit. Merci. Avant de clôturer cette cérémonie et de vous inviter à vous joindre à moi pour le verre de l'amitié, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à son organisation. Elles sont nombreuses et afin de ne pas en oublier, je préfère leur adresser mes plus sincères remerciements de manière collective. Merci, merci infiniment. En vous invitant à partager le verre de l'amitié, permettez-moi de clôturer cette séance de rentrée et de déclarer ouverte l'année académique 2018-2019.